L'insécurité dans l'ouest et dans l'est de la République démocratique du Congo, les prolongements du mandat de la force de l'EAC sur le sol congolais, mais également le départ de la MONUSCO, le processus électoral en cours en RDC et d'autres questions d'intérêt majeur, madame et monsieur, on en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans toutes ses facettes et nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous le député national Moussa Kalema. Il se trouve être député national, secrétaire général de la Comico, communauté musulmane en RDC, mais également président du parti politique PVR, Parti des Vertus Républicaines. Honorable, bonjour et bienvenue. Salut Charlie. D'entrée de jeu, je évoquais dans liminaire la situation sécuritaire qui s'empire en RDC. Commençons, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons avec vous dans les grands Bandundu, où vous êtes notable. Les Mobondo sèment jusqu'à preuve du contraire terreur. Dans quel état d'esprit suivez-vous l'évolution de ces dossiers et selon vous, quelles sont les pistes de solutions honorables? Je ne peux qu'être en fait consterné et triste de voir ce qui se passe dans l'entourage de la capitale. Vous parlez des Bandundu, la grande province des Bandundu et les prolongements de cette capitale. Je suis attristé, je suis consterné et en même temps révolté de voir l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Et ça traduit en même temps l'insouciance de ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Et donc je suis consterné de voir ce qui se passe dans l'entourage de Kinshasa, et même à Kinshasa, parce que les Mobondo sont déjà à Kinshasa. Voilà. Le Congo central également, on en parle. Et bien entendu, les Mobondo n'ont simplement qu'imposent leurs lois dans les territoires de l'ex-province des Grands Bandundu. Mais ils sont notamment dans les Congo central aussi. Ils sont aujourd'hui présents dans 3 provinces. Et je dirais même 4. La province de Maïndomé, la province des Kwilu, la province des Kwango et la province du Congo central. Et j'ajoute la province de Kinshasa. Et donc ça prouve à suffisance qu'il y a absence totale de l'autorité dans ce pays. Et voilà, donc l'insécurité se généralise. Et je ne crois même pas qu'il y ait une partie du territoire national aujourd'hui qui est à l'abri de l'insécurité. L'insécurité est en train de se généraliser, et l'insécurité sur tous les plans. Et donc, très préoccupé de l'absence, franchement, de l'autorité de l'État. Quelles sont les pistes de solutions selon vous? Parce qu'on vous cite, vous les acteurs politiques du coin, d'être de mèche avec ces gens. Non, non, c'est faux. Ça, c'est les pouvoirs politiques de Kinshasa. C'est à l'union sacrée de donner des réponses. Il ne faut pas qu'on cherche des boucs émissaires. Pas l'opposition. Non, non. Nous avons les services de sécurité, les services de renseignement, les services de l'ordre et l'armée entre les mains du pouvoir. Et leur rôle, justement, c'est de sécuriser la nation, c'est de sécuriser les citoyens et leurs biens. L'opposition ne dispose pas de services de renseignement et moins encore de services de l'ordre ou de maintien d'ordre et même de sécurité. Et donc, c'est les pouvoirs qui créent toutes ces tensions pour justifier, bien entendu, son échec dans tous les domaines. Et c'est comme vous constaterez vous-même, si vous êtes lucide, que ces gouvernements, ces régimes ont échoué complètement dans tous les domaines. Parce que vous avez toujours tendu les bâtons dans le roues. Non, écoutez, pour que le gouvernement échoue. Personne ne peut encore vous suivre. Même les plus naïfs de nos concitoyens ne peut plus croire à un discours comme ça. Aujourd'hui, l'incompétence des dirigeants et l'irresponsabilité des dirigeants est avérée. Et que tout le monde a compris que c'est les prétextes, c'est la manipulation de l'opinion publique, c'est les mensonges qu'ils se servent comme armes pour essayer justement de cacher leur incompétence et leur irresponsabilité. Et donc, je voudrais dire qu'en fait, aujourd'hui, aucun citoyen, ni de la République et moins encore du monde,
est prêt à écouter les discours qu'on a essayé de brandir ici pour dire qu'en fait, il y avait des bâtons dans les roues. L'FCC n'est plus dans les affaires aujourd'hui. Et ce qui est trop frappant, l'autorité des FCC n'est pas le même pas. Et donc, c'est vous dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les prétextes sont nuls. Clair et net, les pouvoirs n'est pas à la hauteur. Les pouvoirs n'ont pas, les hommes au pouvoir n'étaient pas préparés à assumer les responsabilités. Ils pensaient que c'était une blague, mais là, aujourd'hui, ils sont devant des évidences. Les évidences sont là et que le pouvoir a échoué, lamentablement restauré l'autorité de l'État à travers le pays. Restons dans le même chapitre. Alors, on voudrait savoir comment, pour résoudre ça, c'est très clair, il faut un leadership fort. Qui manque selon vous? Qui manque totalement au pays. Malgré les efforts qu'on est en train de fournir par l'État. Quels efforts? Il y a trop de bavardage, il y a trop de bruit, il y a trop de discours démagogiques, la manipulation, je reviens. Il y a des armes propres. On n'a pas compris que lorsqu'on ne peut plus utiliser les mêmes armes quand on est au pouvoir que les armes que vous utilisiez lorsque vous aviez été à l'opposition. Malheureusement, nos amis du pouvoir continuent avec les mêmes armes. Donc la surenchère, la manipulation, les mensonges, et voilà. Et donc l'instrumentalisation. Dans le même système que vous avez, vous, instauré lorsque vous étiez au pouvoir. Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être pas trop honnête pour dire cela, parce que je voudrais dire qu'en fait, lorsque nous, on était au pouvoir, comme vous dites, nous, on était au pouvoir, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en dessin. La situation, c'est le pire selon vous. Ce n'est pas selon moi, selon toi, selon tout compatriote. Tout le monde reconnaît que la situation s'est empirée. Il n'y avait pas de Mobondo ici. Il n'y avait plus de M23 dans le pays qui s'aimait la désolation. Actuellement, il y a trop de frappeurs dans le pays, il y a trop des affairistes, il y a trop de situationnistes. Voyez-vous, il y a la mafia plénipotentiaire qui opère aux vies et aussi de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, c'est la boulimie du pouvoir, c'est l'enrichissement illicite et sans cause. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le clientélisme, c'est les laxismes, c'est les tribalismes. Et voilà. Donc, c'est tout simplement ça qui fait que le pays ne peut pas marcher. Et donc, il faut aujourd'hui changer rapidement la direction du pays. Il faut donner le pays entre les mains expertes et entre des consciences imbues d'une certaine moralité et notoriété. C'est ce qui manque aujourd'hui au pays. Et voilà. Et donc, à l'époque des Kabila, il y avait des failles, mais il n'y a pas comparé, il n'y a pas match aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comparer. Et je voudrais rappeler que Kabila, c'est totalement... Entre Kabila et Tshisekedi, c'est la nuit et les jours. Vous établissez déjà la différence. On va arriver, on reste dans le même chapitre, parlons insécurité. Aujourd'hui, le mandat de la force de l'EAC sur le sol congolais est prolongé jusqu'au 8 septembre. On parle également du retrait de la MONUSCO en RDC. Est-ce que ça va aller? On va résoudre réellement les problèmes? Je crois que c'est la énième fois que vous m'interrogez. Et d'ailleurs, si moi j'étais... Surtout que vous êtes nationaliste. Si j'étais chrétien, les gens pouvaient dire que j'étais prophète. Parce que je vous ai dit ici, un jour, d'ailleurs à plusieurs journalistes qui sont venus me voir, que les chefs de l'État tiennent des discours qui improvisent, qui ne sont pas réfléchis, excusez-moi. Je vous ai dit que les EAC ne partira pas au mois de juin. Le chef de l'État a dit qu'au mois de juin, il devrait partir. Et même son ministre des Affaires étrangères, et même le porte-parole du gouvernement, a martelé là-dessus. Et j'ai indiqué très clairement qu'ils ne partiront pas. Donc selon vous, le maintenir, c'est un échec? C'est un échec puissant. Et entre la MONUSCO et l'EAC, qu'est-ce qu'il faut faire partir? C'est un échec puissant. La MONUSCO a un schéma, il a un calendrier, il a un agenda. Mais aujourd'hui, parler du départ des MONUSCO, c'est un l'air, c'est souffrir de nécessités politiques et même sécuritaires. Même avec ce qu'il y a comme désordre dans le pays, au jour d'aujourd'hui, faire partir la MONUSCO, on vous dit qu'à l'est du pays, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, il y a des coins de la République où il n'y a même pas un seul soldat congolais. C'est vrai que les résultats de
La MONUSCO n'est pas florissant. Mais la MONUSCO apparaît aujourd'hui comme le mal nécessaire. Voilà pourquoi elle Parce doit rester. que faire partir aujourd'hui la MONUSCO dans les conditions de l'insécurité généralisée, des déficits des éléments de sécurité de l'enseignement et de l'ordre. Souvent, ça, c'est les discours des gens qui sont dans l'opposition. Non, non, ce n'est pas des discours. Nous avions demandé, vous savez, à l'époque, quand nous on demandait que la MONUSCO parte, il n'y avait plus de M23, il n'y avait plus de territoires, une partie des territoires qui n'étaient pas contrôlés par le gouvernement central. Vous êtes sans ignorer au jour d'aujourd'hui qu'il y a des parties de notre territoire où on n'a même pas fait, on n'a même pas enrôlé les gens. Et des parties de notre territoire contrôlées au jour d'aujourd'hui par les M23 et bien entendu et leur maître à penser. Et ça veut dire qu'une partie de notre pays échappe à la souveraineté nationale. Vous faites allusion à Bunagana. Et bien entendu, pas simplement à Bunagana, partout où ils sont, même à Utshuru. Il y a des parties où personne, même pas les chefs de l'État, ne peut pas mettre ce pied là-bas. Et c'est trop grave, ça. Et donc, nous disons, il ne faut pas comparer l'incomparable. La même armée ici, qui est aujourd'hui à la 12e ou 11e position, lorsque Kabila était ici, a été au pouvoir, était à la 8e position en Afrique. C'est la même armée qui a mis en déroute, qu'on puisse le vouloir ou pas, les M23. Contrairement à ce que j'entends des niaiseries à la télé, des gens qui viennent raconter des histoires, que les M23 est parti sur base d'un accord. Les M23 est parti parce qu'il a été frappé, sérieusement, par une puissance de feu terrible de nos forces armées, qui étaient les FARDC, qui étaient montés en trompe, à l'époque avec le général Etumba comme chef état-major général. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devenus trop faibles. Est-ce que vous avez des stratégies pour résoudre réellement ce problème? Nous avons des stratégies. Les jours que nous reprenons, en fait, nous avons quelqu'un de sérieux à la tête du pays, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui n'est pas affairiste, qui n'est pas situationniste, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui ne promet pas, qui ne parle pas en l'air, qui ne parle que lorsque les mots sont plus forts que les silences, comme le disait Kabila. Pas quelqu'un qui va promettre n'importe quoi, qui promet le départ de l'EAC au mois de juin et l'arrivée de la SADC au même mois de juin. C'est un leurre. Et entre-temps, vous suivez des pays étrangers, des pays frontaliers, c'est là même qui nous combattent, dire il y aura une guerre, il y aura des guerres ici en République démocratique du Congo, en fait dans la sous-région. Quand on parle de la sous-région, on voit la République. Ici, les deux guerres, c'est quoi? C'est que le chef de l'État est en train de faire sans le savoir, il veut amener les armées étrangères s'affronter ici. Dites-moi comment le SADC va agir pendant que l'EAC n'est pas encore sorti. Et lorsque le chef de l'État, le même d'ailleurs, dit que nous sommes devenus un seul pays avec l'EAC, il a dit. Il a dit à quoi ça sert de nous battre pour une portion de terre alors que nous sommes devenus un seul État. Effectivement, il faisait allusion à une disposition de la charte de l'EAC qui indique très clairement que lorsque vous y entrez, vous ne sortez pas n'importe comment. Et qui indique également qu'ils ont la possibilité d'aliéner une partie de la souveraineté d'un espace d'un pays membre. Est-ce que vous croyez que c'était vraiment ça dans l'idée du chef de l'État en adhérant la RDC à l'EAC? Mais vous savez, d'abord, la réalité est que le chef de l'État a signé ces accords avant qu'il ne vienne au pouvoir. Ces accords, ils l'ont signé, c'était la condition qu'on lui a imposée. Lorsque le Kenya va parrainer sa candidature avec Kamere. En quelque sorte, vous voulez dire que le chef de l'État avait déjà trahi le pays? Mais il a trahi le pays. Avant qu'il soit au pouvoir. Il a trahi le pays. Si on avait une justice sérieuse dans le pays, si on avait un gouvernement responsable, le chef de l'État pouvait être poursuivi pour haute trahison. L'opposition que vous faites aujourd'hui a aussi pour rôle le contrepoids du pouvoir. Vous avez toujours crié au nationalisme, mais si réellement vous aimez les Congolais, comme vous avez toujours l'envie de les dire, est-ce que vous ne pouvez pas apporter les pistes de solutions que vous avez au nom de ce peuple que vous défendez? Lorsque je parle ici, il m'écoute. Ce n'est pas moi d'aller chercher le pouvoir. C'est le pouvoir de chercher des voies et moyens pour sortir le pays de cette situation chaotique. Le pouvoir ne veut pas des intelligences, ne veut pas des hommes qui peuvent lui dire la vérité. Le pouvoir veut des applaudisseurs.
des jalélos, des situationnistes, des opportunistes. Et donc, quand je parle, moi, si je suis au pouvoir, les jours où j'ai le pouvoir dans ce pays, j'écouterai beaucoup plus les émissions des opposants pour essayer de corriger toutes les fautes. Le pouvoir est ailleurs, le pouvoir est dans autre chose. Lui, il est dans les affaires, il est dans la recherche de l'argent. Vous avez suivi, Kabound vous a dit ça ici. Kabound était du pouvoir, il vous a dit la vérité. Il vous a dit ce qu'il vous a dit. Et il continue à déclarer un procès public. Et pourquoi on ne lui accorde pas? On va parler également processus électoral parce que c'est l'un des sujets d'actualité. Ici dans notre pays, aujourd'hui, la loi sur la répartition des sièges a été déjà adoptée sur l'Assemblée nationale. C'est maintenant en seconde lecture au niveau du Sénat. Les trains sont déjà partis. Est-ce qu'il faudrait recadrer les tirs? Je voudrais dire d'abord qu'à l'Assemblée nationale, ça a été effectivement adopté par l'Union sacrée. Toute l'opposition n'a pas participé à cette discussion ou à ces débats. Ça, il faut que ce soit très clair. Parce que l'opposition ne va pas accompagner un processus électoral biaisé, corrompu, manipulé. Et surtout, avec une CENI monocolore. Voilà pourquoi vous vous êtes lancé dans des marches, des sit-ins. Pensez-vous obtenir gain de cause? Je crois que c'est ça l'expression. Les hommes politiques modernes, en démocratie, c'est une des voies que les opposants doivent utiliser. Avec les temps qui nous est imparti? Écoutez, nous avons essayé de faire, nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous avons organisé les marches qui ont été, la marche de l'opposition, vous avez vu comment elle a été réprimée en sang. Et même des mineurs, des enfants ont été bastonnés. Manipulés par les responsables de l'opposition. Vous avez enrôlé même des mineurs. C'est facile. Ceux qui ont enrôlé les mineurs, vous le savez, ce sont les tenants du pouvoir. C'est pourquoi nous disons que c'est un fichier électoral corrompu. Ce n'est pas nous qui avons enrôlé, au contraire. On a donné des machines à des personnalités de cette mouvance, Union sacrée, qui ont enrôlé ces enfants chez eux à domicile. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas aller avec ces fichiers électoraux et nous ne pouvons pas aller également avec une CENI monocolore, une CENI instrumentalisée et à la solde des individus. Pourquoi vous prêtez toujours des intentions à l'actuelle équipe de la CENI? C'est parce que tout simplement, il a été fait sur des bases corrompues. Parce qu'elle est monocolore, parce qu'elle n'a pas respecté les principes. Vous savez, depuis que nous avons commencé le processus électoral, on n'a pas vécu. On n'a pas vécu une CENI comme celle-là. Vous êtes journaliste, faites-en. Oui, vous avez vu ici avec les nettoyages des fichiers électoraux. Pourquoi les catholiques? Pourquoi les protestants ont crié sur les toits? Pourquoi la société civile aujourd'hui se lève? Ce n'est pas tout simplement l'affaire de l'opposition. Aujourd'hui, c'est la société congolaise qui est debout pour contester un hold-up électoral. Et surtout, vous avez suivi aujourd'hui les révélations des uns des autres. Nous attendons simplement que la Cour constitutionnelle parle, parce que la CENI a déjà parlé. La CENI Nanga vous a dit que c'est les élections qu'ils ont proclamées, ce n'est pas ça les élections. Et vous avez suivi également un des conseillers spéciaux dès l'époque du président Kabila, vous dire qu'effectivement, c'était un pouvoir négocié. Et si d'ailleurs on était sérieux... Vous l'acceptez aujourd'hui? Non, mais écoutez... Quelque chose boutiqué par vous? Non, mais nous avons toujours dit... En plus, c'est lorsque Nanga vous l'a dit. Qui refuse ça? Puisque c'est venu d'un conseiller spécial, d'un ancien conseiller spécial du chef de l'État, membre de sa famille politique, nous ne pouvons qu'en faire foi. Et à qui attribuez-vous tort? Mais nous n'attribuons pas la faute à qui que ce soit. Nous disons tout simplement qu'on a fait un mauvais choix. On a fait un très mauvais choix. Vous avez respecté... On n'a pas tenu compte de l'expertise, on n'a pas tenu compte... Et c'est ça les malheurs, lorsqu'on n'est pas juste. Lorsqu'on n'est pas juste, Dieu vous punit. Dieu est en train, justement, effectivement, de nous punir pour avoir, justement, cautionné une bêtise. Voilà. On y arrive. Dieu vous punit pour n'avoir pas respecté les mots d'ordre ou les voulus de la population. Vous avez fait votre choix à vous, et voilà pourquoi on arrive là. Bien entendu, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une mauvaise chose. Je n'encourage pas ça. Si j'étais associé, je ne pouvais pas accepter qu'on puisse justement donner les pouvoirs à quelqu'un qui n'a pas mérité. Et je ne pouvais qu'en fait m'opposer. En fait, si on était dans un pays sérieux, mais la Cour constitutionnelle s'est ressaisie pour invalider le chef de l'État.
Et l'essor de celui qui l'avait donné le pouvoir? Et bien entendu, celui qui l'a donné le pouvoir, c'est la CENI. Et c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle, c'est la CENI. Choisi par les officines du FCC. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas, vous ne trouverez aucune décision de FCC. Vous avez vu que... Vous ne trouverez, attendez, la Cour, le FCC, la CENI de l'époque était composée bel et bien des partis de l'opposition. Mandatés, les agents de l'opposition, mandatés par l'opposition, dont l'IDPS, dont les MLC. Ce n'était pas comme la CENI d'aujourd'hui où il n'y a aucun mandataire. C'est parce que vous n'avez pas voulu. Non, c'est parce que nous avons refusé de cautionner une bêtise. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est qu'a déclaré M. Mbouyou, un haut dignitaire de ce pays, prouve à suffisance que vous avez trahi les pays? Écoutez, moi je crois que c'est la CENI, et c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle qui a trahi ce pays. C'est la Cour constitutionnelle. Parce qu'elle est là pour restaurer la justice, pour lire les droits. En tout cas, vous ne trouverez pas une instruction quelconque, ni de l'autorité morale de FCC, et moins encore du chef de l'État de l'époque. Vous n'en trouverez pas. Ne peuvent que vous le dire les amis de la CENI et les amis de la Cour constitutionnelle. Les problèmes aussi, il arrive quelque part des endroits où les gens prennent le pouvoir, sans qu'ils soient élus. Mais ils font preuve de bon sens, de responsabilité et de la bonne gouvernance. Malheureusement, ici, c'est un problème de choix qui a été très mauvais. Aujourd'hui, vous sollicitez par la Cour constitutionnelle l'invalidation du chef de l'État pour justement matérialiser votre projet. Nous n'avons pas sollicité, il n'y a personne qui a saisi la Cour constitutionnelle. Je vous dis, si c'était moi à la place du gouvernement de la République, on saisirait. Si c'était moi comme chef de l'Assemblée nationale, oui, j'allais remettre ces dossiers sur la table pour faire respecter les droits. Invalider celui qui a été validé malencontreusement, insigneusement, et bien entendu, valider les mandats de celui qui avait gagné les élections. C'est qui selon vous? Et bien entendu, c'était Martin Fayulu, c'est clair et net. Et là, ce n'est pas un secret. Les catholiques étaient les premiers à l'annoncer avec 61%. Et même l'Union européenne, qui a changé après. C'est connu de tout le monde. Vous confessez vos péchés aujourd'hui? Je ne confesse rien parce que je n'étais pas dans le secret dédié. Vous êtes également secrétaire général de la Comico. On parle des élections. Que pense l'Église musulmane en rapport avec tout ce qui se passe, disons, du processus électoral en cours? Malheureusement, notre communauté a été émiettée par ce pouvoir irresponsable qui a créé des monstres. Vous savez, c'est une communauté qui n'avait pas de problème dans l'interne. Mais depuis l'arrivée de ce pouvoir, on est dans une division terrible. Donc la Comico est également infiltrée. Bien entendu, on a failli même imposer quelqu'un de même juridiction que le chef de l'État, de l'espace Kasaï, comme c'est devenu ça, la mode au jour d'aujourd'hui. Ce que Mobutu appelait comment le fait de vouloir travailler simplement avec les gens de chez lui, le népotisme. Le népotisme. Parce que le chef de l'État est champion en népotisme. Vous voyez toutes les nominations du chef de l'État, elle est teintée des couleurs tribales. Et les gens d'autres tribus ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Nous pouvons vous citer, ça donne d'ailleurs de la chair de poule. Les chefs de corps, nous avons les exemples. Mbosso qui n'est pas du Kasaï, Batilou Kwebo qui n'est pas également du Kasaï. Très bien, mais nous avons, face à nous, nous avons un chef de l'État qui n'est pas du Kasaï. Nous avons un conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui est des Kasaï. Nous avons l'ANER qui est des Kasaï. Nous avons la CENI qui est des Kasaï. Nous avons la Cour constitutionnelle qui est des Kasaï. Nous avons la Cour de cassation qui est des Kasaï. Nous avons les parquets généraux en majorité qui entre les mains des Kassaïens. Nous avons la Banque centrale. Nous avons la CENI. Et la CENI et le président et les secrétaires exécutifs. Nous avons tous les ministères de souveraineté entre les mains d'une même province, d'un même espace. Ça ne s'est jamais fait dans ce pays-là. Ça viole même la Constitution de la République qui veut qu'on tienne compte de la géopolitique, qui vient qu'on tienne compte, aller même dans l'armée. C'est la même chose. Ça, même à l'époque de Kabila, on n'a pas vu ça. Vous avez dit non à ce processus électoral. Vous n'avez même pas voulu vous faire enrôler. Et les trains des élections, comme ils disent, ceux qui sont au pouvoir, ne peut plus reculer. Ne pensez-vous même pas à votre avenir politique? Non, non, il va dérailler ce train. Le train est sur une mauvaise pente. Et si on veut faire le forcing, ils vont se casser les dents. En 2011, l'UDPS n'est pas parti. L'UDPS n'est pas égal
l'UDPS n'était pas une opposition... Vous avez organisé les élections. Attendez. L'UDPS n'était pas une opposition intelligente. L'UDPS était une opposition brutale qui démontre au jour d'aujourd'hui avec sa milice et qui prouve à suffisance que toutes les actions, et des fois même tous les morts qu'on voyait, venaient d'eux-mêmes. Parce qu'au sein de l'UDPS, il y avait la brigade spéciale qu'on appelle les forces du progrès, qui au jour d'aujourd'hui sème la désolation dans le pays, sème l'ordre. Ils créent de milices à travers toute la République. Les images pilulent. Si vous n'en avez pas, je vais vous en donner, mais je sais que vous en avez. Donc l'UDPS, c'est une opposition brutale. Ce n'était pas une opposition intelligente. Regarde d'abord l'UDPS. Les dirigeants de l'UDPS, ceux qui ont commencé avec l'UDPS, le vrai cadre de l'UDPS ne sont plus là. Au traitant autre mers. Et mais attendez, s'ils ont déraillé? Mais ils ont déraillé complètement, et ils ont déraillé dans la médiocrité. Et jusqu'à ce qu'ils ont perdu toute l'expertise et ils ne peuvent pas diriger le pays. Voilà pourquoi ils n'ont pas de cadre conscient. Et c'est pourquoi ils ont recouru, en fait, à la manipulation et à la caporalisation d'autres institutions. Et surtout au transfige. Ça veut dire que l'UDPS n'a plus de cadre conscient et intelligent. Excusez-moi de vous le dire. Et la conséquence, le chef de l'État s'est entouré de gens qu'il a pris comme ça, à la va-vite, qu'il a ramassé, sans tenir compte de profil. Vous critiquez le chef de l'État et son entourage parce qu'ils sont des Kassaïens, même le secrétaire général de l'UDPS l'a dit. Non. Ça, c'est malheureux, ça. Vous savez, c'est triste, ça. C'est triste, ça, quand quelqu'un dit ça, le secrétaire général de ce parti a démontré la médiocrité, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un? Moi, j'ai une femme kassaïenne. Ma femme est kassaïenne. Pourquoi je vais en vouloir au chef de l'État parce qu'il est kassaïen? C'est un faux débat selon vous. Un vrai faux débat. Le chef de l'État, on le critique parce qu'il prend des décisions incohérentes, il y a des fois. Et parce qu'il y a effectivement ce que j'ai appelé ici le népotisme. Mobutu, écoutez, je vais demander en fait qu'on puisse commencer à rediffuser les discours de Mobutu. Mobutu en a fait même un thème de meeting. Celui que vous avez pour combattre. Traité des dictateurs. Mais bien entendu, qu'il soit dictateur, mais tout le monde reconnaît en lui que c'est lui qui a unifié le pays, qu'à son époque, il n'y avait pas de tribalisme comme ça. Aujourd'hui, dis-moi, lorsque le service des renseignements militaires arrête Salomon, un civil, et dit que c'est Salomon voulait quoi? Il était en train de préparer un coup d'État pour donner le pouvoir à un Katangé. Mais pourquoi vous ne voulez pas parce qu'on a arrêté un opposant? Attendez. Il ne peut pas boutiquer avec les M23. Non, mon cher ami. D'abord, constatez que les mensonges ne résistaient pas à l'épreuve des temps. On a menti sur l'histoire de Martin Fayoulou, en fait, sur l'échec de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous rattraper. Tout le monde sait que Martin n'avait pas échoué. Mais c'est parce que vous n'avez pas voulu que Martin soit le chef de l'État. Attendez. C'était vous qui étiez... Attendez. Aux manettes. Ce sont justement des conciliabules politiques et peut-être qu'il y a ceux qui ont été dans la commande qui ont très mal manœuvré. Les conciliabules qui ont amené le pays aujourd'hui. Mais bien entendu. Mais on peut faire. Dans le péril. Mais on peut en politique se donner des garanties. Ça, il faut le faire. Parce que si vous ne savez pas faire passer de passerelles, eh bien, vous allez vous casser les dents. Vous allez vous casser les dents. Je reviens sur une chose, je martèle, parce que c'est là où on est en train de manipuler la population. Lorsqu'on dit, non, on est en train de combattre le chef de l'État parce qu'il est kassaïen. On ne combat pas le chef de l'État parce qu'il est kassaïen. Parce que le chef de l'État a fait preuve de népotisme. C'est démontré. Et c'est le népotisme qui a engendré la dictature. Nous voyons des journalistes, malheureusement, qui sont de l'espace kassaïen, qui passent dans les médias, dans vos médias, dire ce pouvoir, c'est un pouvoir kassaïen. Les Baswahili doivent se taire. Les Bakongo doivent se taire. Les Bangala doivent se taire. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. C'est la même chose que l'honorable Safwadi. Lorsque Safwadi, donc, je suis Mukongo et ce sont les amis Louba qui sont en train de créer des problèmes. Vous criez aux 2 poids 2 mesures. Mais bien entendu, c'est un pays, quand il voutre dans les injustices, le pays disparaît parce que la justice relève les nations, mon frère. Mais pourquoi vous avez volé
la victoire de Martin Fayoulou? Pour Non, qu'on non. en arrive ici. Cette question n'est pas me posée. Je vous ai dit, je n'étais pas dans le secret des dieux. Je viens de découvrir ça comme tous les autres. Mais moi, je savais que Martin avait gagné les élections parce que j'ai vu comment on l'a voté massivement à travers le monde, à travers, pardon, le pays. Et notamment, l'Église catholique a apporté des preuves par rapport à cette question. Mais les grands du monde ont décidé autrement. Ce sont les grands du monde qui ont décidé que ce soit celui-là. Donc la décision n'était pas nationale. Ah, mais bien entendu. Et bien entendu, à ce moment-là, l'opposition négociait déjà avec le M23. Avec, bien entendu, nos frères du Kenya. C'est à ce moment qu'ils ont signé les accords de principe, qu'ils ont donné leur accord pour appartenir à l'IAC. Et on vous a même dit que ce sont nos amis. Excusez-moi, ça ne vient pas de moi. Ça vient de ceux qui ont participé à ces rencontres de Genval, que notre ami a été financé par des lobbies Tutsi. C'est connu. Et donc, j'ai dit que le problème, il ne faut pas faire de l'amalgame, vous, la presse. Il faut clarifier les choses. Si au jour d'aujourd'hui, nous critiquons le chef de l'État, c'est pour avoir signé des accords irréfléchis. Et quel conseil vous lui donnez? Simplement de revenir Il n'est jamais à l'autre. tard pour mieux faire. Oui, écoutez, tous les conseils que nous donnons, à un certain moment, ça ne sert à rien. Combien de fois j'ai demandé à ce qu'on amène tous les accords, même ceux signés par l'ancien chef de l'État Kabila, et les accords signés par lui, qu'il les amène à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée puisse les évaluer. Pourquoi on n'amène pas? Mais entre-temps, vous voyez le porte-parole de M23 vous dire, nous sommes avec le président Tshisekedi, avant même qu'il ne devienne chef de l'État. Et que nous avons eu des accords pour qu'on soit la colonne vertébrale de l'armée qui lui allait créer. Et c'est ce qui justifiait notre présence pendant 14 mois à Kinshasa, et notamment aussi au Congo central, en Banzangungu. Et voilà pourquoi vous multipliez des stratégies pour boycotter les élections. Nous ne multiplions aucune stratégie. Nous demandons simplement, nous ne voudrons pas, parce que nous nous sommes bâtis pour ce pays. Vous savez, je voudrais dire que le Congolais ne doit pas avoir la mémoire courte. Kabila avait que 29 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Moi, je ne lui donnais pas 6 mois. Et le pays était émietté, il était divisé en 4 morceaux. Il en a fait 18 ans. Mais écoutez, mais bien entendu, pour redresser une nation qui a été émiettée, j'ai dit bien émiettée, en 4 parties, autonomes. Chacun autonome. Roubero a été autonome, Jean-Pierre Bemba autonome, je voudrais te rappeler, Mboussa Namouissi autonome, je voudrais te rappeler Onisumba autonome. Sans compter, bien entendu, l'armée de la République. Ces jeunes hommes de 29 ans, c'est bâti pour que ce pays redevienne, racoler les morceaux. Rappelez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas de route dans cette ville. Il n'y avait même pas de bâtisses comme ce que nous voyons. Soyons sérieux, ces bâtisses sont venues avec les contrats chinois. Mais à la fin de son mandat, attendez. Il a laissé le pays dans le feu. Il a laissé le pays dans le feu, il a laissé ça entre les mains d'un Congolais de père et de mère, malheureusement, qui en fait manipulait tout le monde. Parce qu'ils sont très forts dans la manipulation. Mais aujourd'hui, honorable Moussa Kalema, si on revient avec les processus électoraux, là je parle particulièrement de vous. Vous n'allez pas aux élections? Non. Nous allons aller aux élections. Ah, vous allez partir. Attendez, monsieur. Nous n'avons jamais dit que nous n'irons pas aux élections. Nous allons aller aux élections. Vous avez rectifié le tir Attendez, de votre côté. nous allons aller aux élections cette année. Ok. Et Il n'y aura pas des élections sans nous. Mais nous demandons simplement qu'on recadre les choses. N'est-ce pas? Et qu'on essaie de faire un tamis au niveau de la CENI. Et qu'on puisse également redresser, enlever la honte à la Cour constitutionnelle. Ça peut se faire dans les 4 mois. Ça peut se faire même dans un jour, dans une semaine. Par quel bâton magique? C'est simple, tout simplement de dire que les opposants désignent les représentants à la CENI. À ce stade? À ce stade, oui. Ceux qui sont faire. Attendez, ceux qui sont là au nom de l'opposition, qui n'ont pas eu mandat, se retirent tout simplement. Et continuent avec les travaux qu'ils ont déjà abattus? Non, on peut révisiter ce travail.
Parce que tout le monde et la société civile n'est pas d'accord avec l'audit effectué par les autres. Et même cette loi sur la répartition des sièges, il y a beaucoup d'inepties. Croyez-vous que cela ne nécessiterait pas un report des élections? De toutes les façons, ce n'est pas ça notre souhait. Parce que, attendez, même si on doit avoir un report, il n'y aura pas un report pour que nous puissions partager les bilans de l'Union sacrée. Nous ne participerons pas dans un gouvernement avec l'Union sacrée. Ça, c'est très clair. C'est juste pour prendre vos revendications. Non, non, c'est pour simplement prendre nos revendications et éviter le bain du sang, la confrontation comme ce qu'on a voulu vivre ici en 2006 entre Jean-Pierre Bemba et Kabila. Et pousser également le chef de l'État à violer la Constitution. Non, il ne violera pas la Parce qu'on nous Constitution. dit que les élections Il ne violera doivent pas la être Constitution. organisées chaque 5 ans. Chaque 5 ans, mais il y a les cas de force majeure. Ici, non, non. Les cas de force majeure, d'abord cette insécurité. À Koutou, ici, à quelques kilomètres de Kinshasa. On n'a pas enrôlé les gens. On n'a pas enrôlé. Vous savez, on a enrôlé combien de personnes? 6 électeurs. Et les mêmes au jour d'aujourd'hui, dis-moi, comment, puisque le fameux Mobondo s'est déployé à travers toutes nos provinces de l'Ouest, sème la désolation. Pas plus que 4 jours. Ils ont fait incursion dans un couvent de prêtres. Vous êtes au courant? Dites-moi comment vous allez faire les élections. Donc le pouvoir en même temps alimente ces milices. Comment vous allez faire des élections avec des gens, avec des machettes à travers la ville? Vous avez vu ce qui s'est passé en Galliema avec les fameuses forces du progrès. Comment vous allez faire des élections dans ces conditions-là? Donc vous êtes de même avis que ceux qui pensent qu'il faut d'abord remédier la situation, disons, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et puis organiser les élections? Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Parce que nous savons que le pouvoir ici, on peut lui donner encore 2 ans, 3 ans, il ne va pas résoudre les problèmes de l'insécurité, il est incapable. On peut dire que l'opposition veut quelque chose et son contraire? Non, non, l'opposition veut quoi? Il veut des garanties que les élections qui vont avoir lieu. Et c'est ce que veut la société civile. J'insiste, s'il y a une société civile que moi je respecte, qui est sérieuse, organisée, structurée, c'est l'Église catholique, c'est l'Église protestante. Ils vous disent que non, nous ne pouvons pas aller dans cette millimélo. Ça vous coûte quoi de vous arrêter et d'associer toute l'expertise, toutes les parties prenantes pour une discussion saine? Vous revendiquez qu'on puisse retoucher la Cour constitutionnelle, bien entendu, la CENI, oui, et il y a la loi électorale. La loi électorale. Est-ce que vous pensez qu'avec... attendez, là, je reviens encore avec ma question, ouais. Avec les temps qui nous est imparti, il ne nous reste que 4 mois. Mais pourquoi il est resté 4 mois? C'est parce que les pouvoirs ne veulent pas. Nous n'avons pas commencé à poser cette question aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes derrière cette revendication. Si les pouvoirs l'avaient voulu, on aurait résolu les problèmes. Et selon vous, c'est quoi la finalité? La finalité est que on organise les élections avec nous. S'il n'y a pas d'élections avec nous, et bien entendu, je crois qu'il n'y aura pas d'élection et en même temps, le chef de l'État doit tirer toutes les conséquences. Comme quoi? Partir. Il doit partir. Et oui, il doit partir. Et laisser les parce qu'il a bien entendu, il y a des institutions, il y a le Sénat, la loi a tout prévu, le président du Sénat peut prendre la commande du pays pendant 3 mois et organiser les élections. Est-ce que vous pensez que votre autorité morale, Joseph Kabila, est même d'accord avec votre démarche? De toutes les façons, nous ne sommes pas des enfants du cœur de l'autorité morale. L'autorité morale est notre autorité. Nous sommes des chefs de parti. Et quand je crée un parti, ce n'est pas pour faire le suivisme, c'est pour conquérir le pouvoir. L'autorité morale, c'est que je suis dans la morale et dans l'éthique. Et donc, il ne peut qu'en fait soutenir ce que nous sommes en train de faire. Selon les informations en notre possession, Joseph Kabila n'est plus avec vous. Ça, c'est vous qui le dites. Vous ne le voyez même pas. Moi qui le vois, je vous dis qu'il est avec nous. Vous n'avez jamais vu Kabila. Tous ces gens sont des rencontres. C'est ça les mensonges. C'est ça la rimée. C'est ça les méthodes du parti au pouvoir de l'Union sacrée. C'est de la manipulation. Parce que votre autorité morale n'est du mot par rapport à tout ce qui se passe au pays. Il ne bouge pas. Il ne parlera que... Non. Il parle. Hein. Je vais te dire qu'il reçoit. Il reçoit toutes les autorités qui viennent de l'extérieur et même des personnalités nationaux ici vont les voir et il les reçoit. Mais il vous a dit qu'il ne peut que parler lorsque les mots pèsent plus que les silences. C'est la différence. Lui, en fait, dis-moi, tout ce que Kabila a réalisé dans ce pays, il avait fait combien de promesses? On a vu les gens en train de travailler.
Il n'a pas fait des promesses fallacieuses. Il n'a pas promis que tous les policiers auront des véhicules, des voitures. Il n'a pas dit que tous les policiers auront des maisons. Il n'a pas dit qu'il avait trouvé la clé de bonheur de ce pays, c'était Kinkole, où on allait faire on allait avoir des bateaux de pêche. Il n'avait pas promis ça. Il n'avait pas dit qu'il allait transformer la République démocratique du Congo en Chine. Il n'avait pas dit ça. Kabila agissait sans promesse. Et c'est sa culture, c'est son éducation. Et je crois qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Et donc, nous ne sommes pas là pour attendre que Kabila nous donne des ordres. Ce n'est pas ça. Kabila n'est pas un dictateur comme celui qui dirige le pays au jour d'aujourd'hui, qui a démontré qu'il est un dictateur qui réprime toute contestation. Qui invente, voilà, on a inventé des histoires que Salomon était porteur d'une arme. On invente les histoires qui, quand il s'agit d'un opposant. Mais attendez, on a inventé. Parce que maintenant, les propriétaires, les détenteurs de cette arme, c'est lui. C'est les gardes-corps de Matata. Et l'opposition ne peut attendez, pas c'est les gardes-corps. C'est les gardes-corps de Matata. L'armée, et cette arme-là, c'est une arme qu'on lui a donnée comme garde-corps pendant que Matata était en fonction. Cette arme-là est bel et bien enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, on a voulu donner cette arme-là à quelqu'un qui n'en était pas propriétaire. Et voilà, on allait condamner un innocent à 20 ans, 30 ans de prison pour détention d'armes. Et ils ont même dit qu'il a fait tomber cette arme-là. Mais sans qu'on nous montre ne fût-ce qu'une vidéo. Mais vous savez, il est très grand. Heureusement que ce garde-corps a dit non, c'est mon arme. Vous pouvez aller vérifier. Voyez-vous des choses comme ça, les mensonges, là où ça nous amène. Ce qui tue ce pays, c'est les mensonges. Et Dieu n'aime pas les mensonges. Parce que les mensonges, c'est la mère de tous les péchés. Je n'ai jamais vu des gens qui mentent comme ça. Lorsqu'un pouvoir public, un gouvernement peut escroquer même son peuple, peut mentir à son peuple avec l'histoire des rames, vous attendez quoi d'un gouvernement pareil? Alors évitons les mensonges si on veut vraiment sauver ce pays. Vous pensez qu'avec tout ce que vous avez évoqué, parce qu'on arrive presque à la fin, allais-je dire, de cet entretien, Félix Tshisekedi Tshilombo n'aura pas un deuxième mandat? En fait, s'il y a des élections transparentes, je ne vois pas pourquoi on va donner un deuxième mandat à quelqu'un qui a aliéné une partie de notre pays. Kabila en avait, pourquoi si? Parce que Kabila n'a pas aliéné notre souveraineté. Kabila s'est bâti pour notre souveraineté. Il a donné des siens, il a perdu son temps. Ce jeune homme est venu, comme je vous ai dit, il avait l'âge d'un de mes enfants d'ailleurs. Il est sorti aujourd'hui avec des cheveux blancs. Et il a laissé le pays unifié. Il a laissé un pays avec une armée. Il a laissé le pays avec des structures. Le pays était assis. Lui n'a rien trouvé. Il a laissé ce pays sans une dette. Mais à moins de 4 ans de pouvoir de Tshisekedi, la dette est déjà à plus de 14 milliards. Mais c'est grave ça. Et on hypothèque l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on est en train de prendre, les prêts, 14 milliards? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait avec? Alors que lui s'est battu pour apirer la dette laissée par Mobutu. Les gens ont travaillé et on n'avait plus de dettes. Kabila, tout ce qu'il a pris, il est en train d'investir dans ce pays. Il a investi dans ce pays. Mais nous savons ce qui s'est fait au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont eux-mêmes. Encore une fois de plus, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, président de l'IDPS, l'acclamé haut et fort qu'on pille la République pour aller dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Honorable Moussa Kalema, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir? Le peuple congolais doit retenir qu'en fait, il doit s'armer de courage. Il doit écarter la peur. Et que c'est une opportunité qu'on va lui donner, c'est de faire des élections transparentes. De manière à rapidement changer le leadership de ce pays. Pour qu'on lutte contre le tribalisme et le népotisme. Parce que le tribalisme et le népotisme divisent le peuple. Écoutez, même quand le militaire commence à doiter les gens,
quelqu'un du Maniema qui veut faire un coup d'État. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un civil faire un coup d'État. Hein. Mais ici, on a vu des civils, avec ce régime, des civils qui ont tenté de faire les coups d'État. Il y a Béa, et maintenant il y a Salomon. Comment un civil doit faire un coup d'État? Vous voyez comment ces pouvoirs, c'est jouer de nous. Comment il a monté le peuple. Donc M. Salomon ne pouvait pas être en contact avec les M23. Mais il ne pouvait pas faire un coup d'État. Il peut être avec les M23, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, qui sont en contact avec les M23. Si j'ai un ami qui est au M23, ou bien j'ai mon frère, mais c'est mon frère, je peux parler avec lui, où est le problème? Jean-Pierre Bemba était à la rébellion, son père était au gouvernement ici. Vous avez oublié? Non, non, écoutez, soyons sérieux. Kamita de Massamba était ici, mais entre-temps, Olivier était à l'opposition. Et donc, il ne faut pas voir toujours dans la poudre dans l'œil d'autrui. C'est même le cas de Sessanga. C'est le cas de Sessanga. Et donc, je voudrais noter qu'en fait, le pouvoir, ce qu'il a détruit, c'est les mensonges. Une politique basée sur les mensonges, la rise, les népotismes. Surtout les népotismes. Les népotismes. Il n'y a pas de nomination sans que la tribu du chef de l'État soit là. C'est gravissime, ça. Je peux considérer même que plus de la moitié, plus des 3/4 des gens que le chef de l'État a nommés sont de cet espace. Surtout ceux qui ont le pouvoir, qui ont les organes de répression, c'est grave. S'ils sont compétents, c'est quoi les péchés? Malheureusement, ils ne sont pas compétents. S'ils étaient compétents, on n'aurait pas cette insécurité. S'ils étaient compétents, on n'aurait pas ces désordres dans la ville. Regardez les désordres dans la ville. Regardez les désordres dans la ville. Je vous ai dit, je fais des émissions avec vous, je vous ai dit, ces histoires avec nos amis Ouéoué ici, c'est une poudrière, c'est une milice. Mais la ville n'est pas gérée par un Kassaïen. Non, mon cher ami. Ngobila, c'est votre frère, non, du combat. Oui, Ngobila est en train de faire ce qu'il a fait. Je vais te le dire, en fait, vous savez, moi je n'ai jamais été fan. Mais Ngobila, c'est le meilleur des gouverneurs que j'ai connus. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait beaucoup de choses. Premièrement, Ngobila, c'est le seul qui a construit des routes ici. Et je peux vous en citer. Elengese, je peux vous citer. Kikwit, je peux vous citer. Tant d'autres. Personne n'a fait ce que Ngobila a fait. Et il a quand même, entre-temps, il est en train de rendre votre ville attrayante. Même si, entre-temps, il est combattu même par ses propres collaborateurs. Nous les suivons à la télévision, nous les suivons à la radio. Nous ne sommes pas de la même famille, mais nous disons que... Et il n'est pas libre. Je sais qu'il ne peut pas le dire, mais je sais qu'il a des crocs à jambes qui ne viennent pas de l'opposition, mais qui viennent de chez lui-même, de leur famille politique. Honorable Moussa Kalema, je vous remercie de nous avoir accordé votre précieux temps. C'est à moi de vous remercier. Encore une fois, je demande à notre peuple d'être lucide. Aujourd'hui, le temps de la résistance est terminé pour nous. Aujourd'hui, pour nous, c'est le temps de la reconquête du pouvoir. Nous devrons reconquérir le pouvoir parce qu'on ne doit pas laisser le pouvoir entre les mains inexpertes et laisser le pays dans l'incertitude pendant longtemps. Et les élections, c'est laisser le panacée pour nous. Et les élections, transparentes, démocratiques, libres et apaisées. Et ça, les chefs de l'État doivent nous envoyer des signaux forts. En libérant tous les gens qu'on a arrêtés arbitrairement. Et qu'ils reprennent les choses en main. Et qu'ils cessent de dilapider les moyens de la République avec des voyages improductifs. Qu'ils concentrent tous les moyens pour redonner l'espoir à notre peuple. Voilà. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir.